C'est la plus douce des tentations depuis que l'alimentation existe. Et il se cache absolument partout. Le sucre. Il suffit de parcourir les rayons des supermarchés pour le repérer dans les listes d'ingrédients. Il y en a dans le saucisson, les cornichons et même le pain complet. Le sucre a profondément transformé notre régime alimentaire et notre énergie au quotidien. Pourtant, pendant la majeure partie de notre histoire, le sucre tel que nous le consommons aujourd'hui nous était totalement inconnu. Sa première cristallisation remonte au plus tôt à 2500 ans. Mais il s'est finalement révélé bien moins inoffensif que son goût ne le laissait présager. Aujourd'hui, notre envie de sucre semble sans limite. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Comme la plupart des mammifères, les êtres humains affichent une préférence pour la saveur sucrée dès la naissance. Il faut dire qu'elle indique généralement que la nourriture n'est pas toxique. De plus, les fruits et le miel fournissent à l'organisme une énergie rapidement disponible. Le goût sucré est, pour ainsi dire, inscrit dans nos gènes. L'être humain est habitué au sucré. Il est déjà présent dans le lait maternel, même si sa saveur est moins intense que celle du saccharose, notre sucre de table. Ulbe Bosma est professeur d'histoire sociale internationale à Amsterdam. Il étudie comment le sucre a façonné le monde du travail, l'alimentation et la politique depuis 2000 ans. Dès le néolithique, les humains font sécher des fruits pour prolonger leur brève saison, ce qui permet de constituer une réserve d'énergie pour l'hiver. Les raisins secs et les figues font partie du quotidien en Égypte, comme dans la Grèce et la Rome antique. Le sucré n'est donc plus seulement un plaisir éphémère et saisonnier, mais une ressource que l'on peut récolter et conserver. Avant que la saveur sucrée d'une autre plante ne conquiert les papilles du monde entier, il faudra attendre des millénaires, un changement climatique en Égypte, une betterave déterrée par hasard et une interdiction temporaire de l'alcool. Mais commençons par le commencement. On ne sait pas exactement comment la canne à sucre a voyagé de la Nouvelle-Guinée vers la Chine et l'Inde. On sait en revanche qu'elle y est présente depuis 2500 ans et qu'il s'agissait initialement d'une culture paysanne. Les cultivateurs en faisaient pousser sur de petites parcelles. Aussitôt la canne à sucre récoltée, les paysans en extraient le jus. Celui-ci ne se conserve pas longtemps et commence à fermenter presque immédiatement. Ils le font donc mijoter lentement au-dessus du feu jusqu'à l'évaporation complète de l'eau, pour obtenir une pâte brune et visqueuse. Appelée gourd, elle fait office de barre énergétique au petit déjeuner, mais aussi de fourrage pour les bœufs et les chevaux. Une fois séchée, cette pâte peut se conserver pendant plusieurs mois. C'est ainsi que les agriculteurs ont découvert qu'ils pouvaient garder du sucre pour l'hiver. C'est là que se dessine la véritable révolution. Cette réserve brune et collante se transforme en une marchandise durable et commercialisable. Le sucre a évolué vers une forme plus cristalline environ 1000 ans plus tard. On ne sait pas vraiment si c'est en Inde ou en Perse. On a alors découvert qu'en ajoutant de la chaux au jus bouillant, on obtenait sa cristallisation. Ce qui cristallise ici, c'est le saccharose. Ce terme est dérivé du sanskrit sharkara, qui signifie grain ou cristaux, et qui est également à l'origine du mot sucre. Sous cette forme, le sucre pouvait être conservé bien plus longtemps. Une fois la cristallisation maîtrisée, il est devenu une marchandise commercialisée dans toute l'Eurasie. La canne à sucre a d'abord atteint la Chine en suivant les routes du bouddhisme. Dans l'autre sens, l'art du raffinage a voyagé de l'Inde vers la Perse, puis de la Perse vers le monde islamique. En l'espace de 150 à 200 ans, la technique de fabrication du sucre a traversé l'Eurasie. À l'époque, le sucre est considéré comme un produit de prestige réservé à l'élite et comme un remède. Le reste de la population doit continuer de se contenter de miel et de fruits secs. Au 8e et 9e siècle, l'art de la fabrication du sucre a atteint l'Égypte. Et par la suite, des marchands européens venus de Venise et de Gênes se sont rendus à Alexandrie pour acheter du sucre destiné à leur marché.
Pour cultiver la canne à sucre, 3 conditions sont nécessaires. De la chaleur, un sol fertile et de l'eau. L'Égypte coche donc toutes les cases. L'Égypte est ainsi devenue le principal fournisseur de sucre de l'Europe. Mais au XIVe siècle, la situation a basculé en raison des incursions des hordes mongoles venues de l'Est, d'une épidémie de peste bubonique et des révoltes bédouines. Le climat est devenu moins favorable et avec la chute des températures, la production égyptienne a fini par s'effondrer. Vers 1500, à l'aube du petit âge glaciaire, la consommation de sucre en Europe s'élève à moins de 5000 tonnes. Mais les Européens, qui viennent tout juste d'y prendre goût, ne se laissent pas abattre par la disparition de cette douce promesse arrivée d'Égypte. Ils choisissent d'introduire la canne à sucre dans de nouvelles terres. L'île de Madère, colonisée par les Portugais dès 1420, devient le laboratoire de la production sucrière européenne. De là, le modèle de la plantation se répand comme une traînée de poudre avec le colonialisme, pour atteindre l'actuel Brésil dès les années 1530. Tout d'abord, il faut rappeler que cette plante n'est pas originaire du Brésil ni des Caraïbes. Les plantations sont le résultat d'une entreprise coloniale qui déplace des plantes et des êtres humains d'un bout à l'autre de la planète. Et pour y parvenir, elle recourt à une violence extrême. Alan Souza Queiroz est sociologue du travail dans l'État brésilien d'Alagoas. Il étudie la manière dont le sucre continue de marquer la société, l'organisation du travail et la répartition des terres dans son pays. Le système de plantation instauré par les Portugais au Brésil impliquait une fusion entre l'industrie et l'agriculture d'une ampleur inédite pour l'Europe. L'un des piliers de cette organisation était évidemment le recours à des formes de travail asservies et subordonnées, c'est-à-dire le travail forcé et l'esclavage. La culture et la transformation de la canne à sucre exigent une main-d'œuvre colossale. Or, au Brésil, la population indigène est déjà largement décimée par la violence et les maladies importées. Face à la résistance farouche de nombreux autochtones, les colons ne leur font plus confiance. Pour que les plantations de canne à sucre puissent exister dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, notamment au Brésil, la traite transatlantique était nécessaire. En réalité, l'industrie sucrière n'était pas qu'un système de production de sucre, c'était une machine à produire et reproduire les conditions de l'esclavage, déshumanisant les individus en les traitant comme de simples marchandises pour générer des profits. Du XVIe au XIXe siècle, entre la moitié et les 2/3 des 12,5 millions d'Africains déportés à travers l'Atlantique sont envoyés dans les plantations de canne à sucre d'Amérique latine et des Caraïbes. Tout ça dans le cadre de la traite négrière. Comment opprime-t-on durablement des êtres humains dans des conditions aussi déshumanisantes ? On commence par créer une structure du pouvoir, comme l'idée selon laquelle il existe différentes races auxquelles on attribue certaines caractéristiques. On racialise ces personnes. Les puissances coloniales justifient l'esclavage des Noirs par des théories pseudo-scientifiques qui décrivent les Africains comme robustes et adaptés au climat tropical. L'histoire des plantations montre de manière très claire la façon dont le capitalisme prospère grâce à la violence, à l'expropriation et à la destruction de l'environnement. Dans ce système, le travail est régi par la force. Surveillance constante, sanctions et contrôle total. Bien avant que les syndicats ne commencent à réguler le capitalisme au XIXe siècle, celui-ci se manifeste sous sa forme la plus brutale dans les plantations. Il transforme tout en marchandises, y compris l'être humain et la nature. Les esclaves ne produisent pas seulement de la richesse, ils assurent aussi le renouvellement de la main-d'œuvre. Par leur propre corps, ils reproduisent le système. C'est ainsi que naît une forme d'organisation du travail artificiel, précurseur de nouveaux modèles capitalistes. Cet ensemble, qui comprend la sucrerie, la plantation et l'usine, est un des ancêtres de l'entreprise capitaliste.
Et c'est ce qui le rend très intéressant. Le degré d'efficacité et de discipline requis sur ce site pour produire du sucre est inédit. Tout repose sur des monopoles qui génèrent de la richesse au profit d'un groupe d'individus très restreint. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'Europe et les États-Unis consomment déjà environ 250 000 tonnes de sucre par an, une augmentation fulgurante, même si le sucre reste un produit d'exception pour la majeure partie de la population. Cela signifie que 600 000 personnes devaient produire ce sucre. Et ces 600 000 personnes étaient des esclaves arrachés à l'Afrique. Le colonialisme sucrier contribue également au financement de la révolution industrielle en Europe, enrichissant au passage ceux qui investissent dans le commerce de l'or blanc et le pilote. La prospérité d'Amsterdam, ses belles maisons, tout ça a été construit en grande partie sur la violence et l'esclavage. Au XVIIe siècle, environ la moitié de tout le sucre importé en Europe est raffiné à Amsterdam. 100 ans plus tard, la ville compte pas moins de 150 raffineries de sucre. Pendant très longtemps, le sucre a été réservé aux élites. Et cela a duré jusqu'au début du XIXe siècle. Pour ces somptueux banquets, l'élite fait réaliser des statues de sucre magnifiquement sculptées afin de démontrer sa richesse et son pouvoir. Les trois boissons les plus importantes de l'époque, le cacao, le thé et le café, étaient à l'origine consommées sans sucre par ceux qui les avaient découvertes. Ce sont les Européens qui commencent à les sucrer. Mais si le sucre reste un produit de luxe malgré la colonisation, comment se fait-il que son prix finisse par baisser au point qu'il devienne un produit de masse ? Napoléon, comme beaucoup d'autres, n'était pas très favorable aux colonies et aux expériences coloniales. En France, par exemple, on estimait qu'il valait bien mieux cultiver le sucre sur le territoire national. Au XVIIIe siècle, un nouvel espoir germe en Europe, la betterave sucrière. Elle est découverte en 1747 par le pharmacien allemand Andreas Sigismund Marggraf. Cette profession domine alors le commerce du sucre, ce dernier étant encore prisé comme remède contre la fatigue, les troubles digestifs ou la mélancolie. Franz Karl Achard, l'élève de Marggraf, met au point le procédé permettant d'extraire le sucre de la betterave. Sur le plan chimique, il diffère très peu de celui issu de la canne à sucre. Son manuel se terminait par une phrase dans laquelle il exprimait l'espoir que son invention contribuerait à mettre fin à l'esclavage. Hélas, il en va tout autrement. Le dumping du sucre est survenu lorsque l'Europe s'est retrouvée en situation de surproduction de sucre de betterave. La seule manière de s'en débarrasser, c'était d'inonder le marché mondial à des prix extrêmement bas. Cela entraîne une baisse de la demande pour le sucre de canne, mettant ainsi l'économie sucrière coloniale sous pression. Pour compenser la chute des prix, les propriétaires de plantations doivent augmenter leur productivité. Résultat, ce qui était censé être une alternative morale intensifie dans un premier temps l'exploitation des esclaves. En 1833, l'Empire britannique abolit l'esclavage. Au cours des décennies suivantes, d'autres États et anciennes colonies lui emboîtent le pas. Mais la demande croissante en sucre peut-elle vraiment être satisfaite sans recourir à l'esclavage ? À Trinité et en Guyane britannique, on avait besoin de plus en plus de main-d'œuvre. La diversité actuelle de la population est l'un des vestiges les plus évidents de l'ère sucrière, car c'est le sucre qui a drainé toutes ces communautés vers les Caraïbes. Kiniata Joseph, historienne et chercheuse en sciences culturelles, est originaire de Sainte-Lucie et vit à Trinité depuis de nombreuses années. Elle démontre comment l'économie sucrière a survécu dans les Caraïbes après l'abolition de l'esclavage grâce à l'arrivée, entre 1838 et 1917, d'un demi-million d'Indiens en quête d'une vie meilleure. Un travailleur engagé était lié par un contrat. Le salaire qu'on lui offrait dépassait ce qu'il aurait pu espérer obtenir en Inde. On peut toutefois se demander dans quelle mesure c'était volontaire. La situation en Inde, sous la domination coloniale britannique, avait créé des conditions qui obligeaient la main-d'œuvre à émigrer. Sur le papier, ce nouveau système de travail semble équitable. Mais dans la réalité, il s'avère souvent mortel.
Les engagés sont exposés à des maladies inconnues et s'entassent à 3 dans de petites pièces, dans des conditions d'hygiène déplorables. Le travail dans les plantations reste pénible et risqué. Ceux qui ne remplissent pas leurs quotas sont fréquemment punis et emprisonnés. Le travail sous contrat n'était donc pas une servitude réelle, il existait une différence majeure. Mais si on définit l'esclavage comme un concept de travail contraint, caractérisé par des restrictions de mouvement, alors on peut considérer ce travail comme une autre forme d'esclavage. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Trinité et Tobago sans sa communauté indienne. Environ 550 000 personnes, soit près de 40% de la population, ont des origines indiennes. Leur histoire a commencé à l'époque des plantations de canne à sucre. Nous avons encore aujourd'hui des communautés très distinctes. En revanche, je dirais que l'alimentation est un véritable espace de mixité et de démocratisation où chacun se sent libre de pouvoir manger n'importe quoi, n'importe où. C'est devenu la norme. On voit d'ailleurs beaucoup d'Indiens cuisiner des plats qui, autrefois, étaient considérés comme typiquement créoles. Là où le sucre dicte les modes de vie, la résistance s'organise. Le Temple on the Sea a été bâti sur une langue de terre artificielle pour s'opposer aux colons qui tentaient d'empêcher sa construction sur des terres qu'ils avaient eux-mêmes volées. Siudas Sadhu, l'homme qui l'a construit, était un travailleur engagé dans les plantations de canne à sucre. En édifiant ce temple, il a voulu tenter de recréer l'Inde. Il est donc étroitement lié à la résistance culturelle et à la lutte contre les grandes compagnies sucrières, car c'est bien de cela qu'il s'agissait. La production coloniale de sucre ne s'arrête pas au XIXe siècle. Elle change simplement de forme, permettant à l'économie des plantations de perdurer. Si les conditions de travail n'évoluent que très lentement, le sucre, lui, conquiert rapidement toutes les strates de la société. En 1910, la consommation mondiale dépasse déjà les 13 millions de tonnes. L'industrialisation serait-elle à l'origine de la forme moderne du sucre? Pas tout à fait, car la relation est réciproque. L'industrialisation stimule la production, mais le sucre devient à son tour le moteur de l'industrie. Il fournit une source de calories fiable à la main-d'œuvre européenne tout au long de l'année. Grâce à l'abondance de la betterave, le sucre devient bon marché et s'impose dans le régime quotidien de la classe ouvrière. Depuis le début du XXe siècle, cette consommation ne cesse d'augmenter. De 6 kg par an et par habitant en Europe et en Amérique du Nord vers 1900, elle bondit à environ 30 kg dans les années 50. J'ai passé plusieurs années en Union soviétique, pendant la période sombre de l'URSS. Et il y avait très peu de nourriture dans les magasins. Mais le sucre n'a jamais manqué. Lorsque les gens se sont habitués à en avoir, le fait de ne plus pouvoir l'obtenir à bas prix les a vraiment rendus furieux. Dara Goldstein est historienne de la culture et cuisinière dans le Massachusetts. Elle a étudié la façon dont le sucre a conquis notre quotidien dans l'histoire récente. Il se cache souvent dans les aliments que nous déposons chaque jour dans nos caddies. La prohibition a débuté en 1920 et a duré jusqu'en 1933. Elle était l'aboutissement d'un puissant mouvement d'abstinence aux États-Unis au XIXe siècle. Les gens sont devenus farouchement opposés à l'alcool. Alors, au lieu de se retrouver dans des saloons ou des tavernes pour consommer de l'alcool, ils se sont tournés vers les bars à soda. L'ère des boissons gazeuses s'ouvre aux alentours de 1900. Le Coca-Cola est alors produit en masse et quelques décennies plus tard, il accompagne les soldats américains sur les fronts européens de la Seconde Guerre mondiale. Mais la vague de limonade sucrée ne reflue pas après la guerre. Au contraire, Coca-Cola inonde le marché européen, tandis que Pepsi s'implante en Union soviétique après 1945. Le sucre trouve de nouvelles puissances mondiales pour porter son expansion. Les gens avaient l'habitude de consommer beaucoup de sucre. Alors que la consommation de sucre par habitant dépasse les 40 kg par an dans de nombreux pays, le nutritionniste britannique John Yudkin tire la sonnette d'alarme en 1957. I'd be very happy if everybody had 4 pounds of sugar a year. They eat 100 pounds.
Dans son livre Pure, White and Deadly, publié dans les années 70, il désigne le sucre comme le responsable de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Il a pourtant tout exposé très clairement. Alors pourquoi n'a-t-on pas pris ces avertissements au sérieux? Le problème aux États-Unis, c'est la puissance des lobbies politiques. Le message martelé a été que le véritable ennemi de la santé n'était pas le sucre, mais le gras. Et cette campagne a été extraordinairement efficace. Les graisses ont été bannies de presque tous les biscuits et produits industriels. Mais le résultat était insipide, car le gras est essentiel au goût et à la texture en bouche. Pour compenser, les ingénieurs agroalimentaires ont ajouté des doses massives de sucre. C'est précisément là qu'a véritablement commencé ce qu'on appelle, même si je n'aime pas ces termes, l'épidémie de sucre ou l'épidémie d'obésité. Dara Goldstein n'exagère pas. La production mondiale de sucre est passée d'environ 13 millions de tonnes vers 1900 à 180 millions de tonnes aujourd'hui. Mais une prise de conscience semble avoir lieu. La consommation de sucre se stabilise dans les pays les plus riches, en particulier chez les populations les plus éduquées, qui réduisent désormais leur apport en sucre. L'économie des plantations a laissé une empreinte encore visible aujourd'hui, bien que la plupart de ces domaines aient disparu. En réalité, ce qui était autrefois cultivé ou non à Trinité continue de structurer la culture alimentaire du pays. L'autosuffisance alimentaire n'a jamais été une priorité. La majeure partie de notre nourriture était importée, tandis que les terres arables étaient réservées à la culture de la canne à sucre. Cette dépendance à un régime riche en féculents et pauvre en protéines et en légumes a engendré de graves problèmes d'hypertension et de diabète dans l'ensemble des Caraïbes. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé met en garde. Un Européen moyen consomme lui aussi jusqu'à 35 kg de sucre par an, soit près du double de l'apport maximal recommandé. Le Brésil et l'Inde dominent aujourd'hui la production mondiale de sucre. Une position qui reste indissociable d'une longue histoire de concentration des terres. Les plantations de canne à sucre occupent toujours les mêmes territoires, mais elles sont désormais plus vastes, plus mécanisées et plus productives. À l'échelle du globe, la canne à sucre fournit environ 80% de la production totale, contre seulement 20% pour la betterave sucrière. Si on regarde les plus grands producteurs de sucre au Brésil aujourd'hui, qui sont concentrés dans l'État de São Paulo, on constate qu'une poignée d'entreprises produisent des quantités énormes de sucre sur de vastes étendues. Cela signifie que de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à la terre, ce qui s'inscrit dans la continuité de notre passé colonial. Le succès de l'industrie sucrière repose encore aujourd'hui sur la fragilisation des travailleurs. De nombreux employés sont privés de la pleine jouissance de leurs droits civiques et sont rémunérés à la tâche, ce qui les contraint à un effort physique extrême. Dans la plupart des régions où je me suis rendu, les travailleurs doivent couper entre 4 et 7 tonnes de canne à sucre par jour, soit 7000 kilos de canne à sucre. Et à cause des systèmes d'incitation à la productivité, certains cherchent à en couper encore plus, 10 000, voire 15 000 kilos par jour. Le sucré est plus qu'une simple saveur. Il est profondément ancré dans notre culture et notre langage. Le sucre s'est infiltré dans nos surnoms, nos gâteaux d'anniversaire, nos systèmes de récompense, nos sirops contre la toux. Il est synonyme de joie, d'intimité, de réconfort et parfois même de réussite sociale. Mais ce n'est pas un hasard. Si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que notre surconsommation de sucre n'a rien de naturel. Elle ne relève pas de la responsabilité individuelle. C'est un phénomène ancré dans le fonctionnement même de notre économie et de notre industrie. C'est grâce à cette évolution que l'or blanc a pu passer du statut de produit de luxe rare à celui de denrée de consommation courante. Le sucre incarne ainsi une longue histoire d'inventivité humaine, marquée tout autant par l'exploitation, la violence et les excès. Oh,
Finalement, la question n'est peut-être pas tant de comprendre d'où vient notre irrésistible besoin de sucre, mais plutôt de savoir où il nous conduit, et si nous aurons, à l'avenir, la force de décider par nous-mêmes de la place que nous lui accordons.